Allez, un pas de côté pour terminer cette semaine boursière. On va parler de diversification et de retour en terre bien connue d'une certaine manière, ce qui concentre, vous savez, l'attention des investisseurs. Depuis plusieurs mois, c'est bien entendu l'inflation américaine, l'inflation européenne. Mais pendant ce temps, il se passe des choses, et notamment au Japon et en Chine. Bonjour Kevin Tauzet. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre du comité d'investissement de Carmignac. C'est vrai que les marchés étaient devenus un peu monomaniaques, là, quand même, on peut le dire, eu égard bien sûr au contexte inflationniste. Et vous nous dites finalement, évidemment, mais il faut à un moment aussi diversifier. Ça, c'est un peu le mot-clé là. Oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, ce qui a pu caractériser l'environnement de marché sur ces dernières années, voire dernières décennies, c'était une forme d'hégémonie américaine et d'hégémonie des marchés d'actions américains. Et force est de constater qu'avec ce renouveau sur le front de l'inflation, les doutes qu'on peut avoir sur l'environnement de croissance, alors qu'il soit plutôt meilleur qu'attendu ou moins bon qu'attendu, ça concentre beaucoup d'attention des investisseurs sur ce qui se passe aux États-Unis, certaines formes de défiance pour certains d'entre eux. Et ça prêche plutôt pour mettre en place des stratégies de diversification et donc de plutôt mettre un cap vers l'Est plutôt que de regarder exclusivement ce qui se passe à l'Ouest de l'Europe. Et donc regarder dans les endroits où on avait peut-être un peu oublié d'aller ces derniers temps finalement, et l'Asie d'une certaine manière en fait partie. On va rentrer dans le détail avec le Japon et la Chine, mais pourquoi de manière générale, effectivement, c'est bien d'ouvrir cette porte-là ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un environnement global qui est celui, on a dit, d'une décélération de la croissance économique. Le moteur de la croissance économique mondiale, ça a été les États-Unis. C'est encore les États-Unis. C'est quelque chose qui est en train de changer. Ça se déporte, encore une fois. Et donc, il faut qu'on accompagne ce mouvement maintenant d'investissement. Exactement. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, la croissance nominale économique, elle se retrouve dans les résultats des entreprises. Et ce que nous disent nos prévisionnistes chez Carmignac, si on regarde aussi des grands instituts de prévision économique comme le FMI également, ce qu'on constate, c'est qu'il y aura en 2023 moins de croissance économique, donc moins de croissance du PIB aux États-Unis et en Europe que ce qu'il y a pu en avoir l'année dernière. En Chine, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Il y aura une croissance économique qui sera plus vigoureuse en cette année 2023 qu'elle ne l'a été en 2022. Alors la conviction forte que vous nous apportez sur le plateau aujourd'hui, c'est le Japon. Oui. Pourquoi ce Japon, ça suscite davantage votre intérêt? Pourquoi maintenant finalement? Alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que là aussi, quand on replace ce contexte un peu global, une inflation qui est qui décélère, mais qui reste quand même particulièrement rémanente, ça a un impact sur les marchés de taux d'intérêt. Des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire que ça a un impact sur les valorisations de ces entreprises-là. Au Japon, on n'est clairement pas dans un environnement ou dans une économie ou dans des marchés d'actions qui sont survalorisés. Donc, ça a un intérêt d'aller chercher, d'aller diversifier ces investissements vers des investissements qui sont un petit peu moins chers. Donc, ça, c'est sur l'aspect valorisation. Il y a l'aspect fondamental aussi. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste depuis maintenant plus de 12 mois, 12-18 mois, c'est quand même une inflexion très forte des politiques monétaires qui s'est fait aux États-Unis, qui se fait en Europe, qui ne s'est pas encore fait au Japon, qui commence à se faire au Japon, parce que là aussi, il y a, on va dire, des poussées inflationnistes. Et ça a une incidence, et notamment une incidence sur le secteur bancaire, qui était, lui, très sous-largement valorisé. On a des entreprises dont les cours par rapport à des indicateurs financiers qui sont le price to book, mais qui traitent sur des niveaux de 0,5. Donc, c'est des niveaux qui sont anormalement bas, qui sont expliqués par une politique de taux zéro ultra accommodante qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc ça va largement aider ce secteur bancaire. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que la Banque du Japon a appris de ses erreurs passées. C'est-à-dire que maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas sur des points de courbe très loin, donc pas que sur les taux courts, mais jusqu'à des maturités 10 ans, ça a beaucoup pénalisé le secteur bancaire. On a des courbes de taux qui sont très plates. Ça n'aide pas non plus ce secteur bancaire-là. La Banque du Japon a appris de ses erreurs, donc elle essaye de repentifier cette courbe de taux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le secteur bancaire. Et ensuite, le secteur bancaire, c'est aussi souvent une façon de s'exposer à une dynamique de croissance d'un pays. Et là aussi, il est en train de se passer des choses. Au Japon, on a beaucoup parlé de ces thématiques de rapatriement de chaînes de production, par exemple. Donc il y a une productivité retrouvée sur le pays. Alors, le Japon a une vraie compétitivité retrouvée, parce que sa devise a été très, très largement orientée à la baisse. Donc ça va plutôt aider l'économie japonaise. On a un marché de l'emploi qui est très tendu au Japon. Il n'y a quasiment pas eu d'inflation salariale
salariale au Japon. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on a une économie japonaise qui est très compétitive parce que la productivité des employés japonais reste très élevée. Donc quand on met tout ça bout à bout, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait avoir ce phénomène de rapatriement de chaînes de production, donc un outil industriel qui reviendrait vers le Japon dans un contexte où le marché de l'emploi est assez tendu. Ça pourrait amener un peu d'inflation sur les salaires, aider la consommation japonaise et donc la croissance japonaise et donc par voie de conséquence les banques japonaises également. Donc ça, on est dans de l'anticipation. Effectivement, qu'est-ce qu'on regarde sur le Japon? Vous lisez un peu le secteur financier. Sur quoi on se positionne un peu au-delà, en un mot? Alors, c'est sans doute encore un petit peu tôt pour le faire. Aujourd'hui, on est clairement, nous, positionnés sur le secteur des banques japonaises, qui pourra être, on va dire, les prochains mouvements d'allocation ou les prochains mouvements d'investissement. Eh bien, si on avait bien une confirmation de cette reprise de la croissance et de reprise de la consommation au Japon, eh bien, voilà, des entreprises dans ce secteur-là de la consommation et de la consommation interne pourraient très largement aider ces entreprises-là. Un petit mot sur la Chine également, parce que là aussi, vous dites finalement il y a nécessité d'une certaine manière de relancer un peu l'économie chinoise et donc effectivement il y a peut-être des investissements intéressants qui peuvent se regarder. Justement, dans quel secteur? Parce qu'on sait que la Chine c'était quand même très orienté autour de la tech notamment. Ouais. Comment est-ce que vous regardez ça? Alors c'est vrai que tout le monde attendait ce point de pivot qui a largement été commenté des banquiers centraux. Le point de pivot, il est arrivé de la Chine. Il est arrivé sur la politique zéro Covid, en tout cas la fin de la politique zéro Covid. On va dire aux mêmes causes, les mêmes effets. La politique zéro Covid en Chine, elle a été particulièrement longue. On a eu des niveaux d'épargne excédentaire, donc un surcroît d'épargne de la part des ménages chinois qui est absolument colossal. On parle de 2,5 trilliards de dollars. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le PIB de la France. Donc ça vous donne une idée de la profondeur des poches des consommateurs et des foyers chinois. Donc dans ce contexte-là, eh bien, on va avoir la même chose que ce qu'on a pu avoir chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on va avoir des consommateurs chinois qui vont à nouveau consommer. Et d'ailleurs, on a des indicateurs avancés qui le montrent, que ce soit la fréquentation dans les restaurants, les cinémas, le tourisme interne. Et donc, dans ce contexte-là, il faut s'exposer à des valeurs qui y sont exposées. Mais on sait que la Chine est aussi beaucoup plus sujet, peut-être d'ailleurs par rapport au Japon, beaucoup plus sensible aussi aux conflits internationaux, beaucoup plus marqué. Est-ce que ça peut se résoudre? Est-ce que ça peut porter aussi un peu préjudice dans les investissements? Il y avait quand même plusieurs vents de face auxquels faisait face l'économie chinoise et les marchés chinois. La politique zéro Covid, ce qui s'est passé sur le front de l'immobilier, là aussi, il y a eu une inflexion. Là aussi, pour vos auditeurs, les taux d'intérêt en Chine, les taux d'intérêt immobiliers, ils sont en baisse. Ils sont en baisse de 1,3%. Pour rappel, en France, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé depuis quelques mois. Donc là aussi, il y a une forme d'inflexion. Vous parliez du secteur technologique qui était fortement attaqué par les autorités chinoises. Là aussi, on va dire, ce doute-là, il est en train de se lever. Le principal vent de face qui, lui, s'est pas encore retourné, en effet, c'est ce qui se passe sur le front géopolitique. Alors, oui, on voit Vladimir Poutine qui était encore en échange hier avec le président chinois. Est-ce que cette polarisation, effectivement, des deux blocs occidentaux d'un côté et puis, on va dire, russo-chinois ou sino-russe de l'autre, sont effectivement quand même de nature encore à refroidir, à calmer les ardeurs de quelques investisseurs? Aujourd'hui, c'est l'incertitude. C'est vrai qu'il y a le chef de la diplomatie chinoise qui s'est entretenu avec M. Poutine. Encore une fois, c'est pour présenter un plan de paix. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, on n'a pas encore le détail de ce plan-là. Quand je dis que c'est une incertitude, c'est parce que tant qu'on n'a pas le détail de ce plan-là, il est difficile de savoir où mettre le curseur. Mais en effet, si la Chine était amenée à jouer un vrai rôle et un rôle majeur dans la résolution du conflit russo-ukrainien, ce serait pour le coup, un vrai vent arrière pour la perception ou le sentiment de marché vis-à-vis de la Chine et donc pour ces marchés d'action chinois. En quelques secondes, ça prend quelle place, ça, effectivement, dans un portefeuille, là, ce qu'on vient d'évoquer, la Chine, le Japon et d'autres par ailleurs? Alors voilà, ça dépend des portefeuilles, mais voilà, quand on gère des portefeuilles qui sont très majoritairement ou exclusivement investis sur les marchés émergents, ça prend quasiment la moitié de nos expositions dans ces portefeuilles-là, dans des portefeuilles plus globaux entre la Chine et le Japon, on va dire la zone asiatique en général, on est autour de 7% d'allocation dans des fonds comme Carmignac Patrimoine qui constituent notre fonds étendard. Bon, et ça, c'est effectivement la conviction du moment chez Carmignac. Merci beaucoup, Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.